Tiens-toi tranquille et écoute maintenant. I'm going in. That's the year 2000. I've seen things you people wouldn't believe. Salut les cinéphiles et bienvenue, et d'ailleurs bienvenue bien de retour, nous sommes pour Betamax Break Room. Ben oui, de retour après une longue absence, beaucoup trop longue à notre goût, mais ça y est, on est de retour, on est motivé comme jamais. Ouais, ça fait quoi? Ça fait une semaine ou deux? Ouais, tu multiplies ça par 20 et puis t'es encore loin du compte, quoi. Je suis encore loin du compte. Alors, les auditeurs, en effet, hein, ça fait longtemps qu'on n'était plus du tout sur le web. Et puis voilà, on est de retour avec Baz, de retour pour Betamax Break Room. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, voilà, on est bien occupé, pas mal de projets, des changements, mais bien sûr, la passion est toujours là, d'où le fait qu'on revient avec 2 films, comme d'habitude. 2 films sur le thème, en fait, des bad cops. Pas les flics pourris, mais les flics anti-héros. Alors c'est ça, en fait, c'est un mélange. On va à la fois faire les dirty cops, mais aussi un thème bien connu au cinéma, qui est le buddy cop movie. Avec un film de Buddy Van Horn, écrit par Harry Julian Fink, et 5 autres personnes, donc tu sais que c'est un mauvais signe, ça. Ouais, généralement, plus il y a de scénaristes et moins ça promet, quoi. Ça, c'est clair, c'est pas bon signe. Mais avec notre acteur rôle principal Clint Eastwood, qui reprend le rôle de Harry Callahan, Dirty Harry, et on va donc discuter du dernier film de Dirty Harry, qui s'intitule The Deadpool de 1988. Voilà, réalisé par... Buddy Van Horn. Ah, autant pour moi. Les mecs, ça fait 1 an et quelques, quoi. Les mecs, ils sont complètement à la ramasse, quoi, c'est ça. Donc, t'as dit réalisé par Buddy Van Horn. Alors, le mec, en fait... Et puis, en fait, c'est un film qui est réalisé par Buddy Van Horn. Putain, ça va mal, quoi. C'est lamentable. Écoute, je crois qu'on arrive finalement... On est en train de se transformer dans notre dernière forme. Le podcast s'appelle Betamax. C'est ce qu'on est, mec. On est la cassette rejetée, tu vois. La pourrave VHS a pris le dessus. Bah, c'est ça, c'est qu'à force d'enregistrer dessus, tu sais, elle saute, elle lit pas bien, c'est ça, quoi. Ça s'appelle 15e génération d'enregistrement, c'est ce qu'on a dit. C'est ça. Donc, un film de Buddy Van Horn qui s'intitule The Deadpool. Qui est donc en français Harry, la dernière cible. Alors je tiens juste à dire une chose, c'est que ce réalisateur, franchement, on n'en a pas vraiment entendu parler, ni avant ni après, hein, tu le reconnaîtras. Juste un classique quand même, 2 classiques même, Basile, en tant que directeur, Pink Cadillac de 89, toujours avec Clint Eastwood, et Any Which Way You Can de 1980. Donc c'est un peu quand tu vois que Clint Eastwood essaie de changer de type de personnage, malgré que son ego est toujours présent. Changement de registre, on aura l'occasion d'y revenir. Et puis notre deuxième film de la soirée, qu'on essaiera de citer qu'une seule fois le réalisateur, qui est en français La Relève et en anglais The Rookie. De 1990, qui est donc réalisé par Clint Eastwood lui-même, avec comme écrivain Boaz Yakin et Scott Spiegel. Scott Spiegel qu'on connaît un petit peu plus dans le monde de Hollywood, avec des scénarios comme Ed, en fait, assistant pour Evil Dead 2. Et puis après des films assez directs en vidéo comme From Dusk Till Dawn, en français ça s'appelle. Une nuit en enfer. Basile, je te propose de faire une pause franchement parce que là il faut qu'on reprenne nos esprits. C'est ça, on va se faire un petit rail de coke ou juste une bonne tasse de café pour se réveiller un peu, quoi. Puis Basile, là quand on va discuter du dernier film sur l'inspecteur Harry, je te propose justement de retourner un petit peu roots à la racine de l'inspecteur Harry et qu'on s'écoute le magnifique morceau d'introduction de Lalo Schifrin du tout premier Dirty Harry. Excellente idée.
jazzy, groovy, et justement on passe carrément à une autre, un petit peu une différente ambiance. Ah bah carrément, puisque là on passe vraiment du début des années 70, très marqué, à la quasi fin des années 80, donc c'est vraiment pas du tout la même époque, la même ambiance, on va avoir tout le loisir d'en parler. Bah ouais, justement vas-y, je te propose, avant d'attaquer justement l'essentiel, de quoi parle le scénario, qu'est-ce qui se passe dans le film, comment on retrouve l'inspecteur Harry, commençons par cette musique d'intro de ce dernier film, The Deadpool. Et ce qui est assez intéressant, c'est bien sûr, on retrouve un petit peu ces plans icônes des Dirty Harry. De 1, on commence toujours avec un plan hélicoptère de San Francisco, de nuit, et puis la bande originale, qu'est-ce qui se passe? Tu en parlais justement, on est en 88. Qu'est-ce qu'il y a à la mode? Toujours de la musique synthé dynamique, mais on est aussi à l'aube en fait du power metal, du rock qui a déjà bien démarré avec le glamour rock. Mais là, on va commencer à se retrouver dans le metal un peu plus, comme Guns N' Roses, qu'on va d'ailleurs retrouver comme l'un des petits thèmes du film. Et donc, on a une BO qui commence synthé, très lourd, et qui après prend des notes à la Lalo Schifrin. On retrouve un peu ce côté cool, jazzy, pour finir après sur une guitare rock un petit peu solo. Ouais, c'est tout à fait ça. Alors écoute, là tu m'as tout à fait devancé, puisque j'allais à la fois aborder le côté musical et puis aussi parler de ce qui fait le côté typique années 80 de cet épisode de l'inspecteur Harry. Alors effectivement, je vais compléter ce que tu as dit. Le générique te met tout de suite dans l'ambiance, parce que c'est vraiment un de ces trucs typiques de l'univers de l'inspecteur Harry. Il y a comme des passages obligés, et la première chose, c'est effectivement ce générique avec des plans aérien, et tout particulièrement de San Francisco, qui est vraiment quelque chose de très iconique. C'est un mot inventé puisque ça vient de l'anglais, mais maintenant on le dit en français. C'est des endroits et des lieux qui appartiennent à l'histoire des films de Dirty Harry. C'est exactement ça. Et puis alors, je pense que vraiment, comme rarement au cinéma, dans ce type de cinéma, on aura eu un personnage, une saga autant associé à une ville. Là, clairement, Dirty Harry, c'est vraiment San Francisco, et puis on sent vraiment à quel point la ville est présente tout au long des films. C'est comme presque un personnage à part entière. En arrière-plan, on voit toujours des vues, soit sur le Golden Bridge, soit sur l'autre fameux pont de la baie de San Francisco. On sent vraiment que c'est quelque chose qui fait partie du paysage. Et puis alors moi, je t'avoue même qu'en revoyant le film, écoute, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est j'ai jamais vu San Francisco, et là j'ai vraiment envie d'y aller pour de vrai, quoi, tu vois. Et puis avec ces paysages très typiques, les fameuses rues qui font des pentes presque comme des collines, on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est... Ouais, on sait qu'on va y revenir. On sait qu'on va y revenir, ouais, on le sait. Voilà, donc en gros je voulais dire ça, c'est que c'est vrai que l'inspecteur Harry, il y a vraiment comme des passages obligés. Alors tu l'as dit, il y a le générique d'intro, il y a aussi évidemment le partenaire incompatible au début, mais finalement avec qui ça va bien se passer, le partenaire qui généralement finit mal. Il y a aussi toujours le rapport conflictuel avec l'autorité, c'est-à-dire le chef avec qui ils sont toujours en train de se gueuler dessus, ça c'est normal. Il y a aussi, évidemment, toujours les répliques qui font mouche. Tu peux être sûr que toujours dans un inspecteur Harry, tu vas avoir une réplique de la mort qui te scotche. Dans chaque Dirty Harry, t'as toujours la phrase clé qui vend le film, qui est la menace ou qui démontre l'autorité de l'inspecteur Harry. Alors bien sûr, la première qu'on connaît la plus, c'est qui demande combien de balles il a dans son pistolet, et qui finit par la phrase base Do I feel lucky, punk? Et c'est pas Do you feel lucky? Ouais, parce qu'en fait, il lui dit You gotta ask yourself one question. Do I feel lucky? C'est pour ça, en fait, c'est vrai qu'on penserait que ce serait Do you feel lucky, mais en fait, il se parle à lui-même, donc c'est Do I feel lucky? Basique qui vient de tout défoncer là dans la culture pop. Bim! C'est comme pareil dans Star Wars, on pense tous que c'est Luke, I am your father, mais c'est pas exactement ça. Quand une phrase passe à la postérité, souvent, elle est pas gardée exactement pareil, mais c'est pas très grave. Je voulais juste introduire quelque chose, là, comme tu expliquais, tu parlais justement des timbres, j'appelle ça des timbres, en fait, c'est des stamps. Je dis des timbres, pourquoi? Parce que tu sais, on collectionne les timbres. J'ai l'impression que Dirty Harry fait la même chose avec des icônes, des séquences très spécifiques que chaque film doit avoir, en fait. Tous les Dirty Harry, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle le faceless killer, donc le killer sans visage. Le premier Dirty Harry, bien sûr, c'est un film qui était sorti à l'époque du Tueur du Zodiac. On a aussi les flics pourris, il y a plusieurs types, mais à chaque fois, l'ennemi dans les films de Dirty Harry est toujours sans visage, où on cache le visage avec, bien sûr, du traitement de lumière et de caméra. Et c'est ce qu'on voit ici. On a une main qui se balade en plan subjectif, on voit qu'il est en train de préparer une lettre, un courrier sur une machine à écrire. Un des clins d'œil, en fait, de pas tous les Dirty Harry, mais
certains aiment beaucoup travailler les plans de nuit. D'ailleurs, on avait dans le tout premier Dirty Harry, on avait une super séquence hélicoptère de nuit et tout dans le fameux stade de San Francisco, d'où la caméra reculait à fond, Baz. Ah oui, ça c'est vraiment un plan qui marque, hein. C'est vraiment ça. Et c'est vrai que l'atmosphère nocturne joue beaucoup là-dedans. Hein. Et d'ailleurs, c'est des plans qu'on voit pas aujourd'hui. Je trouve que tristement, les drones sont souvent utilisés pour des plans d'établissement. Hein. On filme la ville de haut, on filme l'autoroute. Et c'est des trucs que je me dis, mais putain, les gens, ils ont vraiment du mal à utiliser un drone, quoi, pour faire des plans séquences, quoi. Ouais, en fait, je suis pas mal d'accord avec toi. Justement, c'est un tic que j'ai remarqué beaucoup dans le cinéma contemporain. C'est qu'on a toujours tendance à vouloir en faire un peu trop, justement, avec ces vues aériennes maintenant qui sont vachement plus faciles à réaliser. Et du coup, des fois, c'est même carrément injustifié. Ou comme tu dis, quand on veut faire un establishment shot, le plan général, et ben tu vas avoir une rotation de la mort super compliquée, alors qu'en fait ça ne sert à rien, quoi. Je veux dire, le mec il aurait posé sa caméra fixe en haut de la colline, ça aurait été très bien, quoi, mais non, il faut faire un truc super dynamique parce que sinon, oh là là, le spectateur va s'ennuyer. Bon, c'est un peu relou, quoi. T'as pas l'impression des fois qu'en fait c'est le début d'une publicité pour un casino ou un resort de vacances ? Mais c'est ça, puis ce qui est saoulant, c'est qu'en plus, tu sais, encore dans un film d'action, des trucs comme ça, c'est vrai que bon, tu peux comprendre qu'il y ait ce souci d'avoir tout le temps une réalisation très dynamique, mais quand t'as ce genre de plan dans des comédies par exemple, tu te dis mais ça n'a absolument pas sa place, enfin c'est ridicule. Ouais. Non mais c'est intéressant que tu parles justement de plan aérien dans Dirty Harry parce que ça fait vraiment partie aussi de l'ADN finalement de cette saga. Tu t'en souviens bien, dans le premier Dirty Harry, il y a 2 plans aériens en fait. Il y a à la fois ce plan dont tu parles au milieu du stade où Harry en fait torture, hein, c'est le mot, hein, il torture le tueur, et il y a aussi le plan de la toute fin lorsqu'on a vraiment les premières notes du générique final de Lalo Schifrin, quand Harry vient de jeter son badge à l'eau. Il y a vraiment quelque chose de symbolique qui est assez important à mon avis avec ce plan très large qui en ouverture va du plus éloigné vers le plus proche, hein. Puis évidemment à la fin du film c'est l'inverse, c'est que on se détache, on repart, puis c'est intéressant qu'ils aient vraiment gardé cette idée là pour tous les films, quoi. Ouais, c'est des choses qu'on retrouve. Et puis d'ailleurs, Basile, qu'est-ce qu'on retrouve à chaque fois ? La fameuse fusillade dès les 5 premières minutes. Ah oui, c'est ça, tu peux être sûr que d'entrée de jeu l'action va débouler, t'as pas le temps de t'asseoir dans ton fauteuil, là, pam pam pam, les coups de fusil ou la poursuite en bagnole, là tu y as droit, quoi. Moi j'ai envie de parler justement d'un truc comme en cause de la fusillade. Bon, avant de parler de ça, on va se dire qu'est-ce que c'est la ligne de ce film ? Eh ben c'est opinions are like assholes, everybody has one. Ce qui veut dire en français, Baz. Les opinions, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a. Pourquoi cette phrase de ce Dirty Harry est si importante ? Ça fait quand même quasiment plus de 10 ans qu'on a des Dirty Harry au cinéma. Ça fait plus de 15 ans même. Exactement, ça fait plus de 15 ans. Dans ce dernier film de Dirty Harry, on a une grande différence dans le scénario. Bon, l'histoire de ce Dirty Harry, en fait, c'est quelqu'un qui s'est fait critiquer son travail artistique et qui décide donc de se venger en faisant une liste de tueurs. La différence, c'est que tous les anciens Dirty Harry, c'était toujours des scénarios politiques ou des homicides meurtriers que Harry devait résoudre. Mais là, qu'est-ce qui se passe dans ce dernier Dirty Harry de 88 ? On est vraiment très loin du milieu des flics, de la police, et plus dans le milieu du cinéma. Et ce qu'on retrouve en fait, c'est que les critiques avaient tellement l'habitude que dès qu'un Dirty Harry sortait au cinéma, c'était souvent la même critique, c'était « ouais, peut mieux faire, ça ira jamais mieux que le premier ». Et là, j'ai l'impression que ce Dirty Harry-là inverse les rôles et se moque justement des critiques. Ou c'est les critiques qui se font directement assassiner dans le film. Symboliquement, c'est quand même très très fort, hein. On a un film qui est beaucoup plus parodique, qui s'amuse beaucoup plus sur son scénario, et qu'on a justement un Harry qui est bord de la retraite, qui en a plus rien à foutre. Bouclé, on voit Harry justement qui a fini de développer son personnage. Ouais, alors ça je pense que c'est très intéressant que tu soulignes cet aspect-là. Ce Dirty Harry-là est très spécial en fait dans la saga, parce qu'on peut dire qu'il n'est pas vraiment dans la lignée en fait des 4 autres. Le premier, celui qui a vraiment popularisé la série, ce qu'il a de spécial, c'est qu'il est quand même très empreint du côté très politique des années 70, et il a un côté très brut de décoffrage finalement. Et c'est celui-là qui
qui a beaucoup réfléchi sur cette problématique des années 70 de la hausse de la criminalité et comment y faire face. Et une des options qui était envisagée finalement, c'était un peu le côté retour au Far West, c'est-à-dire se faire justice soi-même. Et ça, c'est ce qu'incarne vraiment le personnage de Harry Callahan. C'est un peu cette espèce de cow-boy dans l'époque contemporaine. Alors on a retrouvé d'autres personnages qui ressemblent à ça dans le cinéma de cette époque. Moi je pense évidemment au justicier dans la ville, de Charles Bronson, qui pour le coup n'est même pas un flic, mais qui là était un vrai vigilante et qui faisait justice effectivement tout seul dans son quartier. Et qui a d'ailleurs aussi amené à 4-5 films. Tout à fait, voilà, il y a eu des suites jusqu'à plus soif. Et c'est vrai que on va pas détailler les autres inspecteurs Harry, bien entendu, mais ce qu'on remarque en fait, c'est que jusqu'au 4e inspecteur Harry, le personnage est développé jusqu'à son paroxysme. Et en fait, le 4, c'est vraiment ça, c'est le plus loin qu'on pouvait aller avec le personnage de Dirty Harry. Et c'est pas un hasard si c'est Clint Eastwood lui-même qui a réalisé justement le 4e Harry, Sudden Impact, qui s'appelle en français Harry je ne sais plus quoi, enfin bref. Et là en fait, après le 4e inspecteur Harry, on aurait pu croire qu'il n'y avait plus rien à dire, que c'était inutile finalement de revenir sur ce personnage, et pourtant ils y sont revenus, et évidemment la Warner y est revenue pour des raisons purement commerciales, parce que c'était évidemment un personnage qui avait beaucoup de succès. Et on sent qu'il y a eu peut-être comme une certaine réticence, notamment de la part de Clint Eastwood, de revenir sur ce personnage. Et il l'a quand même fait avec beaucoup de talent. Mais c'est sûr que cet inspecteur Harry-là, c'est un pur produit des années 80 pour le coup, et qui a beaucoup plus ce côté justement très commercial. Et pour la petite histoire, alors je ne sais pas si tu es au courant, à l'origine, Clint Eastwood n'était pas vraiment d'accord pour faire le film, et ce qu'il a décidé, c'est qu'au même moment, il travaillait sur Bird, un film très personnel qu'il est en train de réaliser, qui est un peu un biopic, si on peut dire, du fameux jazzman Charlie Parker. C'est un excellent film d'ailleurs que je recommande, magistralement interprété par Forest Whitaker d'ailleurs. Et comme c'est un film qui avait des prétentions plus artistiques, évidemment, les financements étaient peut-être un petit peu plus difficiles à obtenir. Donc, en gros, ce dont il s'agit, c'est clairement d'un deal entre Clint Eastwood et la Warner Bros. Qui lui a dit « Ok pour ton film, mais du coup, tu nous donnes un 5e inspecteur Harry. » Et Clint Eastwood a dit oui. Voilà. Et c'est là que je rejoins ce que tu voulais dire, c'est que d'un côté il y a le côté commercial, mais il y a aussi cette dimension parodique, et c'est ce qui à mon avis rend le film toujours intéressant. Et moi j'ai pris beaucoup de plaisir encore une fois en le regardant. C'est sûr que c'est pas un film de chevet, je veux dire, tu vas pas le mettre dans ta DVD tech à côté d'un Citizen Kane ou d'un film de Charlie Chaplin, c'est sûr c'est pas un film de cet ordre là, mais il y a quelque chose qui est vraiment jouissif dedans, et je pense que ça a beaucoup rapport avec ce côté parodique. Puis on aura l'occasion de revenir justement sur ce côté, le film qui se moque de lui-même. Et comme tu le disais, le rapport à la critique aussi, c'est très important. Parce que Clint Eastwood lui-même a justement eu beaucoup à faire à la critique, qu'il a souvent ramené à ce personnage toujours très flic macho, facho, qu'on lui a beaucoup reproché finalement pendant les années 70, les années 80 et les années 90, avant de vraiment le prendre au sérieux. C'est vraiment intéressant, c'est pas mal de parodies, on se moque des critiques, on est vraiment dans ce Harry qui arrive au bout. Pas mal de séquences en fait qui établissent juste à développer le personnage de Harry. C'est là où on s'amuse le plus. Harry qui discute avec son collègue, qui discute aussi avec les journalistes, beaucoup de séquences qui ne développent pas le scénario, la ligne rouge, mais qui est juste là pour nous rappeler que, en effet, on aime bien Harry Callahan, on aime beaucoup ce flic parce qu'il nous fait rire, on retrouve ce côté justicier qu'on a tous en nous. Mais bien sûr, en tant que spectateur, il faut l'avouer, c'est ça qu'on a envie de retrouver. Quand on regarde un inspecteur Harry, c'est tout à fait ce genre de scène qu'on a envie de voir. Et qu'est-ce qui se passe ? On a tous ces petits éléments parodiques qui se moquent, et d'où un qui est le plus marquant, qui sont les fameuses collines de San Francisco. Ces collines ont été immortalisées au cinéma via le film avec Steve McQueen, Bullet, très connu parce qu'on a cette course de voitures qui défile en montant, en descendant ces rues, avec aucune bande originale, et puis d'un coup la musique démarre à environ ce qu'on croirait la moitié ou la fin de la course-poursuite, ce qui est assez bien fait. Et là, à base, on retrouve exactement le même style de montage, mais pour faire parodie, pour vraiment se moquer, qu'est-ce qui se passe ? L'une des voitures, celle qui poursuit l'autre, est une petite voiture télécommandée.
on retrouve pas la fameuse Mustang, mais elle est remplacée par une voiture télécommandée d'une Z06, cette fameuse voiture à design fantôme super-héros. Et on retrouve exactement le même type de montage. Poursuite frénétique avec des ralentissements sur les sauts de toutes ces collines. C'est exactement ça, et c'est pour ça que l'idée fonctionne vraiment à merveille. C'est parce que sur le coup, en fait, on se dit mince, on retrouve encore un peu ce cliché qu'on a vu et revu de la poursuite en bagnole de flic. Et c'est vrai que surtout dans les années 80, qu'est-ce qu'on en a vu de ces fameux plans de bagnole de flic au ralenti qui s'élèvent dans les airs et qui tombent en crachant. Ouais, mais même les plans de la colline de San Francisco, on la voit partout. On la voit même dans Mrs. Doubtfire, on la voit dans les films de skateboard, on la voit c'est ça, partout, exactement. C'est vraiment un truc qu'on a vu et revu jusqu'à plus soif. Et pourtant, c'est là l'idée de génie finalement, c'est de prendre ça à revers. C'est à la fois de l'ordre de la citation et aussi de l'ordre de la parodie. Et ce que je trouve génial en plus avec cette idée de la voiture télécommandée, c'est que c'est presque comme si on avait un film dans le film. C'est-à-dire que rien que l'idée de la voiture télécommandée tueuse, c'est un concept à elle toute seule, quoi, tu vois. Je veux dire, on aurait pu imaginer tout un film qui soit fait uniquement sur cette idée-là de la petite voiture qui va déposer une bombe sous les grosses voitures. Enfin bon, voilà. Donc ça je trouvais que c'était trop bien vu, quoi. Baz, je te propose de finir sur un dernier truc sur cette saga. De un, je voudrais parler d'un personnage, j'ai envie de dire invisible, et pourtant qu'il l'est pas. Tous ces films ont quelque chose de commun, et c'est un prop, comme on dit, c'est un outil, c'est donc le pistolet de Dirty Harry lui-même, qui est donc un Magnum 44. Le fameux 44 Magnum, qui d'ailleurs a donné son titre au deuxième épisode de la saga, puisque le titre original c'est Magnum Force, alors là on a tout dit, quoi. Alors pourquoi je dis justement que c'est un personnage et pas un objet ? Parce que je trouve que comme un acteur, il est traité de la même façon. Il a son propre dialogue. À chaque fois que Harry tire sur la gâchette, le bruit résonne dans le sound design et les ennemis tombent comme des mouches. On n'a jamais une personne qui survit à une balle du Magnum. C'est la toute-puissance. Et puis avec comme tu le disais, ce bruitage vraiment tellement caractéristique, on n'a même pas besoin de voir les images, que rien qu'au son, on sait que c'est le Magnum. C'est le Magnum, en fait, qui résonne dans la ville de San Francisco. Ça restera toujours vraiment associé à l'inspecteur Harry. Ils sont indissociables. C'est comme Star Wars avec ses sabres laser. C'est très difficile d'utiliser ces items, en fait, ces props, dans d'autres films, parce que tout de suite, on sait que ça fait pas hommage. T'es en train de voler, en fait, quelque chose qui appartient à un film spécifique. Et puis, alors, évidemment, dans Inspecteur Harry, il y a une petite place accordée aux femmes. Je dis une petite place parce que... Bon, on peut le reconnaître. Attends, Clint Eastwood, c'est quand même quelqu'un de très très macho. C'est ça. Et puis, alors, on va pas dire que les personnages féminins dans Dirty Harry sont de véritables faire-valoir, parce qu'il y a quand même vraiment bien pire au cinéma, mais on peut pas dire quand même que les personnages féminins, exception du 4e, où là, le personnage féminin, justement, est très important dans l'histoire, et je trouve qu'il est traité d'une façon pas si habituelle que ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter que, justement, le personnage féminin était interprété par celle qui était la femme de Clint Eastwood à la ville. Voilà. Mais bon, c'est sûr que dans le 5e Harry, alors là par contre le personnage féminin a quand même un côté justement vachement plus cliché, qui est vraiment, pour moi, vraiment un stéréotype des années 80. C'est la journaliste carriériste qui veut toujours jouer des coudes pour avoir du sensationnel, et évidemment après elle s'en défend en disant que non, elle ne conçoit pas son métier seulement comme ça. Voilà, ça c'est un truc qu'on a retrouvé dans beaucoup d'autres films, mais c'était sympa aussi parce que ça permet évidemment les petites scènes un peu plus émotion, où elle va aller chercher un peu plus loin dans les sentiments de l'inspecteur Harry et lui faire un peu parler autrement que par son flingue. Voilà, donc ça donne quand même lieu à des scènes un peu sympas, avec toujours une bande son avec un peu de saxophone, parce que c'est les années 80, faut pas déconner. S'il y a du saxophone dans l'air, c'est qu'il y a des personnages qui sont en train de copuler. Tout à fait. Avec si possible un éclairage à travers les fameuses persiennes très très typiques de ces années-là, tu sais, qui font comme des sortes de rayures, là, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Dernière chose à noter, c'est juste pour le côté rigolo, je n'aurais jamais cru voir jouer ensemble non seulement Clint Eastwood, Jim Carrey et puis Liam Neeson
Voilà, 2 acteurs qui débutent un peu leur carrière dans les grandes productions américaines. Alors, une dernière chose à dire sur le tueur. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une différence, justement, entre ce tueur du 5e Inspecteur Harry et les autres. C'est qu'en fait, il est très peu charismatique. Tous les précédents Dirty Harry, on voit que c'est vraiment des connards, des idiots, ou c'est des gens qui ont des raisons. Et là, celui-ci, c'est vraiment, on est dans du, ok, on est juste là pour faire avancer un scénario, quoi. Ah c'est ça. Et puis vraiment, en fait, ce méchant-là a un côté, d'ailleurs, je dis méchant parce que c'est vraiment ça. On a envie de dire que c'est le vilain, quoi. Et puis, il a un côté très série B. Alors que, par exemple, c'est vrai que le tueur inspiré de Scorpio, du premier Inspecteur Harry, il fait peur parce que c'est un vrai fou, quoi. On sent qu'il est vraiment complètement dérangé. Ensuite, on avait dans le 2e opus cette équipe de flics qui était aussi assez terrifiant, hein, franchement. Le côté, la bande des flics fachos. Ensuite, dans le 3e, alors là, c'était carrément un supérieur hiérarchique, finalement, qui se révèle être un type complètement dingue et qui a carrément tué la partenaire de l'inspecteur Harry. Et dans le 4e, alors là par contre là c'est une sorte de famille de dégénérés, alors avec la mère, les fils, les collines ont des yeux. La colline a des yeux, on se croirait dans un truc de Stephen King, quoi, voilà. On comprend leurs intentions, on sait pourquoi ils sont là, on a même le temps de voir des conversations se développer avec Harry en fait. Harry apprend à connaître son ennemi. Ce dernier film base, mais que dalle quoi. Si Harry se présente, tire et puis c'est fini. C'est vraiment un méchant prétexte, là ça n'est que ça. Puis alors là, je ne peux qu'évoquer la façon quand même assez énorme dont meurt le tueur, c'est qu'il se fait complètement harponner littéralement, quoi. Avec la fameuse phrase « he's hanging out », ce qui veut dire il s'accroche, quoi. C'est la série B, quoi. C'est la série B, plus le harpon, on dirait vraiment un jouet, tu sais, les trucs des G.I. Joe, tu mettais le fusil plastique dans le bazooka et t'appuyais sur le bouton à ressort et ça tire. Exactement. T'as le personnage qui tombe, voilà. C'est marrant, alors il y a des petites phrases cultes, hein. La fameuse phrase de Dirty Harry, c'est toujours... Bon, enfin, c'est pas une phrase, c'est une ponctuation qu'il dit souvent, c'est « That's just swell », qui est toujours très sarcastique, c'est qui veut dire, bien sûr, en français, « Ah c'est parfait ». Génial. Enfin, c'est de l'anglais un peu plus des années 30-40, comme c'est un old-timer. Ce côté vieux dinosaure, quoi, hein, vraiment. C'est ça, qui a de la répartie, ce qui est vraiment génial. On s'ennuie jamais quand Harry est à l'écran dans ce film. Il y en a d'autres aussi, comme, tu sais, la séquence du mec qui veut se brûler, là, justement, c'est la fameuse séquence des médias qui utilisent la violence. C'est important dans l'histoire de San Francisco, parce que c'est la fameuse ville où il y a une femme qui s'est suicidée en direct à l'antenne, justement, à cause de cette chaîne qui diffusait que de la violence aux téléspectateurs. Donc San Francisco a cette histoire justement des médias qui développent la violence un peu trop. C'était une bonne idée finalement de caler cette séquence parce que ça montre bien justement cette espèce de petit jeu pervers qui existe à la fois du côté des médias sensationnalistes qui sont toujours à l'affût, voilà, comme tu dis, de la violence extrême, des histoires dramatiques, et en même temps un public qui est tellement demandeur aussi de cette violence-là, de cet extrême, qu'il en devient carrément l'acteur. Et voilà, c'est ça qui se passe, c'est qu'il y a ce type qui ne veut qu'une chose, parce qu'apparemment sa vie a l'air complètement nulle, inintéressante, et tout ce qu'il veut c'est passer à la télé, voilà. Vraiment, Dieu sait s'il y a des films qui n'ont pas du tout survécu à l'épreuve du temps et dont les répliques tout particulièrement sont devenues vraiment complètement ringardes, où ça marche plus du tout. La recette est très simple, base. Pour être, comme on dit, timeless, hein, pour être jamais placé dans le temps, on fait pas de blagues pop culture, c'est tout. C'est très facile de faire des blagues de pop culture, mais c'est plus difficile de faire des blagues, voilà, qui ne référencent qui pas restent dans le temps, tout à fait. Exactement. Et c'est là où on a des preuves de bons écrivains. Ouais. Il faut quand même que je te pose une question que j'aurais dû te poser au début. Moi, je serais curieux de savoir si tu te souviens dans quelles circonstances tu as vu l'inspecteur Harry. Moi, je me souviens un petit peu. J'ai des bribes de mémoire. Alors là, j'étais au collège. C'était les vacances d'été, j'étais trop jeune pour travailler encore, donc voilà, ça glande à la maison, tout seul à la maison, il fait beau, il fait chaud, les fenêtres sont ouvertes. Qu'est-ce que je fais ? Je descends dans le canapé du salon, j'en profite de la télé des parents qui est plus grande que ma petite télé à moi. Et je m'enchaîne tous les Dirty Harry en quasiment une journée. D'accord, tu t'es fait le marathon, quoi. Je me suis fait le marathon, mais je me souviens que The Deadpool, je ne savais pas que c'était un Dirty Harry à cause de la couverture. Ça me faisait penser à un autre film en fait de Clint Eastwood. Et en fait, je me rends compte que c'est Harry. Ce qui m'a fait bizarre, comme le 4e est vraiment l'aboutissement, la fin de la série. Je peux te dire que je me suis bien éclaté parce que, sans m'en rendre compte à cet âge-là,
il y avait ce côté parodique. L'atmosphère était beaucoup plus détendue dans ce film. Plus de conneries, et il y avait plein de symbolismes en fait qu'on ne voit pas toujours, comme le film qu'ils sont en train de développer, Hôtel Satan, qui utilise carrément les typographies des films d'horreur italiens, alors pas les giallo, mais plus les films d'horreur à la Argento, comme Démon, c'est quasiment la même typo. Il y avait plein de petits trucs comme ça qu'on voit, des codes, symbolismes, les voitures télécommandées, c'est toujours cool quand on est au collège, donc c'est sympa d'en voir une qui est utilisée comme une arme. Et voilà. Et toi alors ? Bah moi aussi en fait c'est un film que j'ai découvert au collège et puis alors c'est vrai que c'est quand même cool quand tu découvres ce genre de film à cet âge-là parce que alors là vraiment tu te le prends en plein dans la tronche quoi, là t'es vraiment à fond dessus. Je les ai pas tous vus d'un coup, moi contrairement à toi, et une fois que j'en avais vu un, alors après si je voyais dans les bandes annonces de TF1 qu'il allait avoir un Inspecteur Harry, alors là pour moi là c'était sûr qu'il fallait que je le mate parce que ça allait être évidemment le super film où j'allais être scotché du début jusqu'à la fin. Et alors j'ai une petite anecdote, c'est que en fait alors c'est pas le 5e Inspecteur Harry, c'était pour le 4e. Figure-toi que c'était l'époque, alors là je le rappelle, c'était au collège, au début du collège, c'était l'époque où en fait j'étais pas autorisé à me coucher après 22h. Le problème c'est que le film de 20h50 évidemment il se terminait toujours après 22h. Alors imagine le moment horrible où j'ai dû partir avant la fin, où mon père me dit qu'il faut aller se coucher. Alors écoute, là c'était vraiment la fin du monde quoi. Immense frustration. Et alors là je me rappelle encore le lendemain matin au petit déjeuner où tout de suite je saute sur mon père en lui disant alors raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est fini. Et alors t'as eu la fin, il t'a expliqué ou c'était juste... Il m'a expliqué, non, okay. Il m'a bien expliqué la fin, mais évidemment j'étais quand même un peu dégoûté parce que moi j'aurais bien aimé le voir quoi, voilà. Il aurait fallu attendre d'être devenu un grand qui avait le droit de se coucher à l'heure qu'il voulait pour regarder tous les films en entier. Alors par contre il y a un truc qu'on a oublié, Xav, la petite note du film. Bah écoute, tu lui mets combien de coups de revolver ? Bah écoute, là moi je lui mets clairement 6 harpons sur 6. Moi sur 8 collines de sauts, je lui en mets 10 sauts, voilà, sur 50. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout, quoi. J'ai toujours détesté les critiques notes, quoi. C'est tellement débile de noter un film sur... C'est Too Late Didn't Read. TLDR. C'est j'ai pas le temps de lire ta critique. Allez, t'as mis combien ? 6 sur 10. Allez, c'est bon, j'évite. Aïe, aïe, aïe. Bref, voilà, coup de gueule vite fait. Ouais, non, moi je lui mets 6 coups de revolver. C'est pas mon préféré des Dirty Harry. Mes deux préférés, ça reste quand même bien sûr le tout premier et après le 4e que j'aime beaucoup. Je partage complètement ton avis. Moi, c'est pareil, c'est vraiment le 1 et le 4 que je préfère. Mais il y a quelque chose dans le 5 qui est tellement années 80, qui est tellement pop culture. Je ne peux que l'apprécier à chaque fois que je le revois. Et puis, c'est mon plaisir coupable, quoi, voilà. Ouais, tiens, une question intéressante. Quel est celui que tu préfères le moins ? Bah écoute, je te dirais que c'est le 3e en fait. C'est celui que j'ai le moins vu. Et en fait, j'en ai pas de grands souvenirs à part juste la partenaire, parce que je trouvais ça sympa que ce soit une nana pour une fois. Puis je me rappelle aussi la scène finale justement avec le méchant. Et puis la fameuse réplique du 3e qui est Man's gotta know his limitation. Mais à part ça, j'avoue, j'ai pas trop de souvenirs du 3e en fait, tu vois. Moins préféré, moi, c'est le 2e, Magnum Force, avec les flics pourris, les motards. C'est ennuyeux, quoi. C'est un pancake sans goût. En fait, quand tu commences à mater le film, t'es complètement à bloc parce que le générique est extraordinaire. Oh la vache. Ça commence avec le dialogue tiré du premier. Alors là, déjà, t'es dans l'ambiance. En plus, je sais pas si tu te rappelles, mais tu sais, c'est juste sur le flingue, quoi. Alors là, c'est vraiment... c'est comme filmer une grosse bite, quoi. Tu vois, c'est ça. Le flingue de Dirty Harry. Puis alors là, tu kiffes comme un malade. Alors en fait, le 2, t'as 10 minutes qui sont géniales. Et puis après, c'est vrai que tu déchantes, quoi. Parce que c'est vrai que c'est pas si génial, en fait. Et voilà, chaque Harry, bien sûr, a sa phrase culte, sa phrase, justement, où c'est développé. Et le 4e, c'est une des raisons pourquoi j'aime plus, c'est comment Harry sait, en fait, qu'il y a un braquage qui se passe sous ses yeux, il n'est rien vu. C'est à cause du taux de sucre dans son café que la serveuse a mis en trop. Alors là, écoute, cette scène, je l'ai répétée mais des dizaines de fois avec mon voisin à l'époque. On était tellement en transe avec ce moment-là. Enfin, je veux dire, c'est génial, quoi. Tu vois, cette espèce de décontraction quand il revient, qui lui dit ça fait 10 ans que je prends mon café. Toujours noir, sans sucre. Toujours noir, sans sucre. Et ce matin, il était terriblement sucré. Alors naturellement, je suis revenu me plaindre. Alors, puis là t'es au 7e ciel, quoi. Bah écoute, voilà, on va se quitter sur le thème de fin de ce 5e film de Dirty Harry. Avec, il faut bien le souligner encore, je crois qu'on l'avait dit, mais je me permets d'insister, sublime bande-son de Dirty Harry depuis le 1er jusqu'au 5e, de Lalo Schifrin, qui est vraiment un très 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 grand compositeur de cinéma, il faut le dire. On s'écoute ça, et puis je te dis à tout de suite avec la relève The Rookie. Ça marche, à tout de suite.
Eh ben écoute, Basile, on quitte la belle ville de San Francisco pour aller là où ça pue le diesel, c'est tout moisi, malgré quand même que c'est une ville qui cache de merveilleux secrets. Los Angeles. Los Angeles, la ville super cliché des flics dans les films américains, ça se passe soit à New York, soit à Los Angeles. The Rookie est un film de 1990 qui est donc réalisé par Clint Eastwood lui-même, avec les deux écrivains Boaz Yakin et Scott Spiegel, avec un casting qui commence déjà assez chaud, qui a quand même pas mal de très bonnes stars, bien sûr Clint Eastwood qui joue son personnage de flic, cette fois un différent flic qui s'appelle Nick Pulowski. Après on a donc la relève, le nouveau, qui c'est nul autre que Charlie Sheen. Et puis dans nos antagonistes, on a surtout tristement oublié Raoul Julia, mort sur le plateau bien sûr de Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme. Alors là c'est quand même vraiment très méchant que tu rappelles ce détail, mais c'est vrai qu'on n'oubliera jamais que son dernier film aura été Street Fighter, ce qui est quand même vraiment super triste quoi. On a aussi donc Tom Skerritt, et puis après bien sûr un petit clin d'œil, comme là on a le retour à la télé de Twin Peaks, on a donc Larry Flynn Boyle qui joue le personnage de Sarah, la femme de Charlie Sheen. Allez, plongeons directement dans The Rookie. Baz, parle-moi un petit peu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ce film de flic, parce que là on a quasiment deux bad cop, on a plutôt un good cop qui devient bad, et d'ailleurs je crois que ça va être notre trame dans cette critique de la transformation du personnage de Charlie Sheen, David Ackerman. Parce que nous l'oublions pas, cette émission est quand même sous le double signe, devrais-je dire, du Dirty Cop et du film de flic pote, quoi, le buddy cop movie. Donc c'est vrai que là on a vraiment un mélange des deux. Et un mélange qui n'est pas super en anglais parce que ça donne dirty buddies, qui veut dire les potes dégueux. Ce qui peut être interprété comme plus un côté homosexuel en fait, donc c'est pas vraiment l'effet forcément recherché quoi. Non, surtout quand tu sais que c'est pas un film porno homo, les gens se posent des questions, dire mais c'est pas ce que j'ai loué moi, tout ce truc qui débarque. Donc en fait, si je devais résumer assez rapidement, ce qui est surtout au centre du film, en fait, c'est l'évolution du personnage de Charlie Sheen, parce que on est avec ce flic qui en fait est un peu un fils à papa qui voudrait ne plus l'être. C'est le gentil garçon qui va devenir le bad boy, et puis il va évidemment croiser la route du vieux briscard, le flic old-timer. Ça aussi c'est un stéréotype bien connu du cinéma d'Hollywood, et finalement en passant du temps avec ce vieux briscard là, d'une part ils vont s'apprivoiser tous les deux, mais surtout lui va aller jusqu'au bout de son cheminement personnel finalement, et il va devenir l'adulte qu'il voulait devenir. Bon voilà, on aura l'occasion d'y revenir, mais évidemment le film s'amuse à la fin à montrer que c'est le personnage de Charlie Sheen qui a pris la place du personnage de Clint Eastwood qu'il avait au début du film. Voilà, il y a comme une inversion des rôles, et puis c'est là-dessus que le film se termine, la boucle est bouclée quoi. Alors qu'est-ce qui se passe dans les premières minutes de ce film ? Écoute, pas mal de choses. On a une séquence d'intro qui sort tout droit d'un amateur en fait de film de David Lynch, une séquence rêveuse avec des lumières en contre-jour, ce long couloir qui est filmé quasiment avec un lens de distorsion, on est presque dans du grand angle. Tout de suite on est un peu intrigué parce qu'en fait on sait pas très bien si on est dans un cauchemar ou si c'est la réalité. Et puis bien sûr, qu'est-ce qui se passe ? C'est un cauchemar, le personnage de Charlie Sheen se réveille, génial, je me rends compte que le film sera pas aussi cool. Bon, tant pis, allez, ça continue. Dommage. Dommage. Bref, et puis on passe d'un wannabe David Lynch à quasiment du John McTiernan. On a une excellente séquence d'action, course-poursuite sur l'autoroute, vraiment filmée à Los Angeles, de nuit bien sûr, parce que c'est là où il y a le moins de voitures sur la route. Évidemment. On a cette grosse séquence d'action qui se passe, qui est plutôt pas mal, c'est un camion en train de voler des voitures de collection. Et tu remarqueras d'ailleurs pour le côté visuel, moi je pense que c'est peut-être ça le petit plus de cette séquence, parce que sinon, même si elle est bien faite, elle reste quand même assez classique. Et puis évidemment, c'est aussi le problème du cinéma d'action, c'est que plus le temps passe et plus les scènes spectaculaires se font dépasser systématiquement par de nouvelles scènes encore plus spectaculaires. Donc voilà, en fait, ce que je trouve qui fait le petit plus, je sais pas si t'as remarqué ce détail visuel, moi que j'ai trouvé sympathique, en fait c'est que le camion remorque qui sert à faire transiter les voitures volées, en fait il racle sur le sol parce que les deux plaques métalliques arrière en fait elles sont baissées, et du coup ça fait toute une traînée d'étincelles
évidemment, alors ça ressort très bien dans la nuit, hein, parce que ça fait comme une sorte de feu d'artifice un petit peu. Et ça, je trouvais que c'était un petit peu la signature visuelle qui rendait cette course-poursuite un peu plus intéressante, parce qu'il y a vraiment ce truc très fort là, de cette traînée. Moi, je vais pas dire que ça me fait penser aux scènes de moto dans Akira avec la traînée qui part du phare, mais presque. Ouais. Voilà, On je se vais calme, loin, là, je vais vas-y, loin, on se je vais calme. loin. Ouais, elle est assez impressionnante. On est vraiment tu sens le gros budget dès le début du film. D'ailleurs, on a quand même 2 gros blocs, 2 grandes séquences d'action dans ce film, qui d'ailleurs toutes les 2 sont assez impressionnantes. Bah écoute, comme on parle de la première, Basile, vas-y, on s'en a rien à foutre. Autant parler de la deuxième séquence d'action, qui est donc la fusillade en plein milieu de l'aéroport de Los Angeles, LAX. Ça, c'est la dernière partie du film. Voilà, qu'est-ce qui se passe ? Bah en fait, nos antagonistes sont un peu en galère. Tu te rends compte qu'ils n'arrivent pas du tout à assurer, et à la fin, ils se retrouvent à s'enfuir de la police à travers l'aéroport, et grosse fusillade à l'intérieur avec pas mal de plans séquences à travers les couloirs, des plans en dolly assez cool, énormément de figurants, donc un peu le bazar. Ça, j'avoue que ça rajoute quand même une sacrée dose de réalisme. Effectivement, c'est cette profusion de figurants qui donne vraiment cette impression d'être au cœur de l'action. Un truc qui m'a mis vachement mal à l'aise, tu sais quoi, dans ce film, moi j'en ai rien à foutre de notre critique, on va sauter un peu partout, quoi. Comme le scénario d'ailleurs qui est assez ennuyeux. On a une séquence de viol. La fameuse assistante seconde de notre Raoul Julia, qui est donc jouée par... j'ai l'impression que c'est une catcheuse ou une boxeuse. Elle est assez balèze, quoi, cette actrice. Sonia Braga. On l'a aussi vue dans du Marvel, en fait, dans Luke Cage. Il y a une séquence où elle profite pour violer le personnage de Clint Eastwood. Tout cela sans bande originale, sans musique, sans rien. Elle filme même l'acte. Et en fait, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Parce que moi, je me sens mal à l'aise, j'en ai un peu rien à foutre, là. Et j'ai l'impression d'assister à un viol, quoi. Et je me dis, mais je sais pas, je suis obligé de mater, les gars, là ? Est-ce que c'est l'ego de Clint Eastwood qui se dit que lui, il a pas peur d'être violé par une femme, et justement, ça changerait à son personnage, qu'il en a rien à foutre ? Est-ce qu'on essaie de prouver justement qu'il est entouré par une cinglée qui est prêt à sacrifier sa vie pour le protéger ? Bah alors moi je te rejoins pas sur l'idée du viol, dans la mesure où très clairement dès le début, si tu t'en souviens, il y a justement une remarque de Clint Eastwood qui aperçoit pour la première fois ce personnage féminin et qui dit à son partenaire, si tu t'en souviens, on n'en fait plus des comme ça. Et d'ailleurs il y a une blague très macho à ce moment-là, puisque son partenaire lui dit je parlais pas de la voiture. Voilà, confusion entre la femme et la voiture qu'on juge de la même façon. Mais tout ça pour dire que Clint Eastwood à ce moment-là dit que cette femme-là est très à son goût. Donc finalement c'est un petit peu comme si dès le début on nous prévenait que cette scène un peu troublante, parce que effectivement moi aussi je l'ai trouvée un peu troublante, il n'y a pas vraiment d'ambiguïté sur le fait que Clint Eastwood est bien content de se faire abuser, hein, parce que c'est sûr que là vu qu'il est pieds et poings liés, il peut pas vraiment se défendre, mais en tout cas il a pas vraiment l'air d'être tellement réticent à l'idée de se faire enfourcher par sa tortionnaire, voilà. Et puis ça m'amène en fait au deuxième point, c'est que on a une bande originale quasiment inexistante dans ce film. J'aurais pas employé de mots plus appropriés que ça, tu as exactement trouvé le bon terme, c'est inexistant. Voilà. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un mélange de salsa cubaine et de big band américain. Le peu qu'on l'entend, on se dit « Ah, c'est pas mal », mais elle est très répétitive. Donc on se rend compte, en fait, c'est quasiment une boucle de 20 secondes qui est en loop. Et si t'as remarqué, Basile, la musique, elle démarre toujours quand il y a une explosion, un coup de feu, quand en fait il y a un sting audio pour la faire démarrer, donc on n'entend jamais sa première note. Et elle termine toujours avec une autre bruit d'explosion, une détonation. Donc la musique, c'est un peu comme si elle arrive, elle fait « Oh, et il se passe quelque chose. Ok, attends, je démarre. » Et puis à la fin, elle se dit « Ok, il se passe plus rien, je dégage. » On la retient à peine et on n'a pas de thème en fait. Il n'y a pas de thème pour le bon flic, le jeune flic. Il n'y a pas de thème pour les antagonistes, il n'y a rien. Et donc on a un film qui manque beaucoup d'émotions, d'attachement symbolique. On retient des personnages qui galèrent en fait, qui triment. Je rebondis, parle de la musique. Je sais pas si tu as noté ça. Le compositeur de la musique, en fait, c'est Lenny Niehaus, qui est pas un inconnu parce qu'en fait, c'est justement le compositeur attitré plus ou moins de Clint Eastwood, avec qui il a très souvent travaillé. C'est pas n'importe qui, c'est pas un incapable, hein. Mais alors là, clairement, pour ce film-là, je sais pas si c'est qu'il n'était pas inspiré, mais vraiment, il brille par son manque d'inventivité, quoi. Et ce qu'on voit dans le développement du personnage de David Ackerman, c'est un peu tout le contraire de la musique, il y a du too much. On a un jeune flic au début
qui apprend les cordes avec le personnage de Clint Eastwood, qui apprend justement à être un peu plus dirty, un peu plus sale dans ses techniques, et qui, à un certain moment du film, il se passe quelque chose où, en fait, il se fait tirer dessus, Clint Eastwood pense qu'il est mort, et il a une sorte de résurrection. Et sa résurrection, elle est assez impressionnante parce que d'un coup, ça devient Sylvester Stallone, ça devient Rambo, il devient invincible, indestructible, au point il bute je sais pas combien de bikers dans un bar, il brûle leur bar. Ah c'est ça, c'est un carnage à lui tout seul. C'est un carnage, il fonce dans sa maison pour sauver sa femme qui allait être tuée par un autre second de l'antagoniste, d'ailleurs qui a une excellente gueule de méchant ce mec, quoi, super acteur là-dessus, et qui rentre dans la maison avec sa bécane, tu vois, qui transperce la porte, qui à la fin du film hésite pas à coller une balle dans la tête de la nana, vraiment pour marquer le point, et je trouve que c'est même du too much. Je me dis, tu viens de lui plomber 3 balles dans l'estomac, et puis j'ai l'impression que tu me dis point virgule en gueulant dans le visage que tu lui colles une balle dans la tête. Et d'ailleurs, c'est un peu le symbolisme de ce film, c'est que tous nos antagonistes meurent avec une balle dans le crâne, quoi, qui n'est pas nécessaire en fait. Ce film, j'ai l'impression qu'il mélange le good cop, bad cop, et puis après il me mélange du Rambo, puis il me mélange du Die Hard, et j'arrive pas à me trouver en fait, parce que j'ai pas d'harmonie, j'ai pas de structure, je sais pas où je suis, c'est juste, tiens, ok, une grosse séquence d'action de ouf, maintenant suivie par une séquence de dialogue, qui est d'ailleurs ennuyeuse à mourir. Le seul moment où on s'amuse, enfin moi je me suis amusé, c'est quand nos deux personnages sont ensemble. Parce qu'ils rebondissent l'un sur l'autre, sur leur dialogue, et on retrouve en effet encore une fois cette symbiose qu'on a de l'inspecteur Harry, que je retrouve ici dans Clint Eastwood qui a du mal à lâcher son personnage de Dirty Harry, et qui joue encore plus proche de la retraite. Mais ce qui fait que Harry n'avait pas, c'est que des fois il a l'échec. Il lui manque une balle dans son flingue, il a pas la tactique qu'il lui fallait, il a pas vu le mec qui arrivait au coin de l'angle, des petites choses comme ça. Ah ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, pour moi, il y a finalement 2 choses qui marchent dans le film. C'est d'une part ce duo Charlie Sheen, Clint Eastwood, qui franchement fonctionne bien, hein, faut le dire. Et puis tu as parlé du fameux point bloqué. Bon, ça c'est aussi une petite signature du film. Hein, là, voilà, ça se passe au milieu du film, et puis évidemment ça va être répété un peu plus tard. Ça c'est un truc qu'on aime bien retrouver hein, dans ce genre de film quand il y a des scènes qui se font écho. Donc le duo marche bien, ça c'est vrai. Ce que j'ai trouvé sympathique aussi, finalement, c'est que là, tu évoquais évidemment le personnage de l'inspecteur Harry. Alors c'est sûr que c'est un personnage qui est très voisin, hein, très cousin, je dirais même. On pourrait reprocher à Clint Eastwood, hein, c'est souvent ce que la critique lui a dit, qui fait un peu toujours le même personnage. Bon, je trouve que c'est pas non plus complètement vrai, mais ce qui est sympathique, c'est que ce qu'il distingue de l'inspecteur Harry, c'est que là, c'est un peu un flic raté quelque part. Et ça c'est toute l'histoire. C'est toute l'histoire de ce flic-là. C'est que là, on parle pas d'un type qui travaille aux homicides et puis qui désingue tout le temps avec son gros calibre des tueurs ou autres dealers de drogue ou je ne sais quoi. Non, là, c'est un mec qui s'occupe de voitures volées. Donc clairement, on n'est pas du tout dans la même catégorie. Et c'est ça qu'il raconte aussi dans le film, c'est qu'il a eu l'impression de toujours rater sa chance. Donc c'est ça que ça raconte aussi un peu dans le film, c'est ce vieux flic qui attend son heure, le moment où enfin il va pas laisser passer l'occasion de sa vie. Et voilà, c'est là qu'il croise la route du petit bleu. En fait, finalement, ils en retirent tous les deux quelque chose, puisque le petit bleu devient bras grand et lui a réussi à enfin attraper cette occasion qu'il avait jamais eue de devenir un vrai flic, hein, si on peut dire, quoi. Puis alors juste, ça c'est plutôt anecdotique, mais bon, c'est marrant aussi le côté culturel qui est associé à son personnage, qui est le Polak, hein, voilà, ça c'est souvent un truc qu'on retrouve hein, dans les films américains. Si c'est pas un Rital, si c'est pas un Irlandais, c'est très certainement un Polak, voilà. Donc là dans le film, c'est ça. En fait il manque un équilibre vraiment, comme tu dis, sur ce personnage, parce que c'est dommage, on a quelque chose d'intéressant. Dès qu'on a Clint Eastwood avec Raoul Julia, mais je me suis jamais fait autant chier, quoi. Les dialogues sont ennuyeux, tu penses que c'est là où il aurait de la rétorque amusante, il a que dalle, c'est un flic raté, donc tu sais, il a pas le dessus contre Raoul Julia, ce qui ne dérange pas du tout, ça fait partie du scénario, mais il nous manque vraiment tout ce personnage charismatique qu'on nous présente, quoi, ce flic polac raté. Pareil pour Charlie Sheen, où Charlie Sheen à la fin il ferme carrément sa gueule, et il ne fait que jouer le Rambo à tout défoncer. Tu sais, j'ai l'impression de voir le personnage de Charlie Sheen dans Hot Shots, si c'était pas une comédie. Ouais, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Et puis alors, tu sais, tu parlais
de Raoul Julia, je me suis fait la réflexion quand je regardais le film, je me suis dit, c'est bizarre, en fait il a juste l'air un peu fatigué et saoulé. Et ben c'est ça qui me donne l'impression, dans tout le film, c'est Tu parles que de qui? c'est Tu pas... parles de nous en train de regarder le film ou tu parles de l'acteur? Et ben c'est ça le problème, c'est qu'en fait c'est un peu le miroir de nous spectateurs. Raoul Julia qui est un peu saoulé, en fait c'est nous. Et alors autant dans un film comme ça, évidemment le personnage machiavélique ne peut être que exubérant, tout le temps en train de vociférer, alors que là il est pas du tout comme ça. En fait, au contraire, il a l'air blasé, quoi. Il a l'air d'en avoir marre. Et puis, au bout d'un moment, c'est vrai qu'on est un peu contaminé par cette lassitude du personnage. Voilà, donc ça m'avait frappé. Il y avait des trucs au scénario qui m'a... écoute, frappé, c'est parfait, comme tu dis. Tu sais, quand tu développes un script, et c'est une enquête, et c'est des personnages, en fait, qui découvrent qui sont leurs antagonistes, parce que pendant une bonne partie du film, ils n'arrivent pas à les trouver, ou ils ne savent pas qui ils sont. Alors, on a bien sûr l'écriture du scénario qui est très bien fait. C'est la preuve de la voiture verte, avec bien sûr Clint Eastwood qui a un commentaire à dire, comme quoi c'est une couleur tellement criminelle que la personne qui l'a choisie devrait aller en tôle. C'est justement ce point clé qui aide après notre personnage de Charlie Sheen à savoir où sont localisés les tueurs, parce que c'est la voiture du mec qui était venu assassiner sa femme. La voiture, en fait, sert bien sûr de preuve pour amener vers l'antagoniste, mais c'est masqué par une blague, en fait. Faut dire qu'en plus elle est tellement voyante que ce serait quand même dommage qu'elle serve à rien, quoi. Comme il y a eu la blague, tu oublies tout de suite en fait. Par contre, ce que j'ai pas oublié parce que c'était tellement symbolique, enfin le symbolisme était tellement à chier quoi, c'est la fameuse balle en argent qu'ont les deux personnages antagonistes, voilà. Et oui, alors là ça c'est vraiment l'espèce de truc comme tu dis symbolique super appuyé. Et puis souvent qu'on voit, tu sais par exemple quand c'est des personnages de latino, parce que évidemment encore une fois, stéréotype oblige, le méchant latino passionné doit obligatoirement avoir une sorte de pacte avec sa moitié, et puis il faut qu'il se sacrifie si l'un des deux meurt. Là, c'est vrai que c'est quand même pas très subtil, quoi. Et puis, Basile, c'est marrant que tu dises ça, les deux personnages latinos, parce que dans le scénario du film, ils sont pas latinos, ils sont allemands. Exactement. Exactement. Alors ça aussi, mais ça ne marche pas du tout. Alors, écoute, ça pourrait marcher, je veux dire, on n'est pas obligé de visuellement appartenir à une culture pour jouer un personnage, ça bien sûr, on est tous ouverts d'esprit, c'est jamais un souci de casting, mais le problème c'est que quand tu embauches quelqu'un et tu lui donnes toutes ces valeurs appropriées à son origine, donc Raoul Julia, bien sûr, c'est un acteur latino-américain. Tu choisis une musique cubaine salsa, tu choisis, comme tu dis, ce côté romantique, très passionné. Tu le forces à jouer un accent allemand pendant qu'il a déjà un accent espagnol. Dans ce cas-là, écoute, le force pas à faire un accent allemand, juste laisse-le parler. On comprend pas cette espèce d'erreur de casting qu'il y a eu, c'est très bizarre. Alors que si, moi j'en sais rien, je pense par exemple au personnage d'Antonio Banderas, mettons dans le film avec Sylvester Stallone, Assassin, là par exemple, c'est très poussé sur le cliché justement, mais ça marche parce qu'il le joue à fond et on y croit. Si on parle d'allemand, alors évidemment je ne peux que penser au personnage de Alan Rickman dans le premier Die Hard, où là il est absolument impeccable. On ne peut que retenir ce personnage marquant. Ça va très bien avec sa petite troupe là de pseudo-anarchistes allemands, mais ça marche bien, ça marche super bien, quoi. Le fameux blond avec les cheveux longs là. Le fameux blond avec les cheveux longs qui doit s'appeler Hans ou quelque chose comme ça. Hans, toujours. Autre chose qui marche pas, je sais pas ce que t'en as pensé. Bon, alors je vais pas dire que c'est quelque chose qui marche pas, c'est pire que ça finalement. C'est les choses qui ne servent à rien, et malheureusement il y en a beaucoup dans le film. Et dans les choses qui ne servent à rien, et là je parle vraiment plutôt du scénario, il y a évidemment la relation père-fils, Charlie Sheen et son père plein d'argent. Alors, ça sert à rien. Voilà, on le voit venir gros comme une maison. Le conflit entre le fils qui voudrait montrer que ce n'est pas un fils à papa, donc ils sont obligés évidemment de faire des trucs super dangereux et de faire ce que son père n'a pas envie qu'il fasse. Et puis bon bref, voilà, j'ai même pas besoin de m'étaler là-dessus. Ça marche pas. Puis alors il y a un autre truc aussi qui est pas très très réussi franchement, c'est cette espèce de traumatisme, c'est comme un passage obligé ça aussi dans les films de flics, c'est que forcément il y en a un qui a un drame familial et qui vient le hanter. Donc là c'est le fameux truc du frère qui est mort quand il était petit et donc il en tire une culpabilité qui l'empêche de vraiment s'accomplir. Ça marche pas quoi, c'est pas réussi du tout.
Et ça revient sur ce que je disais des clés du scénario. Je pense que ce film a été sévèrement coupé, où il y a eu un premier scénario qui a été bien tranché, Basile, parce qu'il y a trop de choses qui me paraissent un peu incomplètes. Et comme je te disais tout à l'heure, la fameuse balle argentée, comment elle est utilisée cette balle? Alors pour les auditeurs, il faut expliquer un peu ce qui se passe. Bien sûr, les deux personnages principaux, la super gonzesse destructrice, là, Kung Fu et tout, qui a une balle, et puis Raoul Julia, le mégalomane qui fait des braquages, qui a l'autre balle d'argent. À la fin du film, en fait, Clint Eastwood lui manque une balle. Encore une fois, Raoul Julia est quasiment en train de crever. Il utilise la balle juste pour lui mettre une balle dans la tête. Violence gratuite, non nécessaire. C'est vraiment juste de la pure vengeance. Et je me dis, pourquoi est-ce que le scénario n'a pas utilisé cette balle d'une autre façon? En fait, ça a servi juste comme un finish him à la Mortal Kombat, quoi. Ah ouais, c'est vraiment ça, c'est Fatality. C'est gratuit, et puis même, moi je te l'avoue, en fait, j'ai trouvé que c'était abusé, parce que c'est vraiment typique en plus de l'époque, des films de flics de l'époque, les années 90, tout particulièrement, là où on entre vraiment dans le gore extrême, et tu te dis, mais c'est vrai que ça ne sert à rien, pourquoi est-ce que tu veux forcément terminer par le héros qui met une balle dans la tête du méchant plutôt que de le faire aller en tôle? C'est le flic facho finalement, sauf que dans Dirty Harry, l'énorme différence, c'est que on questionnait cette option-là, on la mettait en avant tout en disant est-ce que vraiment c'est par là qu'on a envie d'aller, est-ce que c'est cette direction-là qu'on a envie de prendre, alors que là par contre dans ce film-là tu sens qu'il n'y a pas du tout de question, là c'est juste une manière complètement stupide de terminer le film, et puis on voudrait te faire passer ça comme un truc normal alors qu'en fait ça ne l'est pas, quoi. Non, c'est pas normal. Mais encore, Basile, il y a un point que j'ai envie de dire, ce que tu disais, c'est que dans les années 80, il y a des films qui utilisaient cette cause d'ultra-violence pour rendre les personnages nobles. Regarde Rambo 2. Rambo, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de buter des soldats, mais d'une façon horrible, avec son arc explosif, pendant qu'il pourrait être beaucoup plus stratégique. Mais pourtant, tu t'es motivé avec lui, parce que tu dis pourquoi? Parce que ces gars-là, ils le méritent. C'est des enculés qui sont en train de torturer des innocents, et je suis d'accord avec lui. Les motivations du héros me motivent, moi, et donc je suis d'accord avec cette ultra-violence. Enfin bon... Mais là, ce qui se passe avec Clint Eastwood, c'est que tous ces moments de finish him, il y a un moment de répit, il y a une pause. Et je me dis, ok, il est en train de crever. Non, t'es pas obligé de lui mettre... Oh, tu lui as mis une balle dans la tête, pourquoi t'as fait ça? C'était pas nécessaire. Il n'y a pas d'aboutissement, c'est juste du gratuit, c'est soporifique. Comme la BO d'ailleurs, c'est soporifique comme la BO. Pour moi, ce film, après l'avoir vu, j'ai l'impression que c'est Clint Eastwood qui pose la torche en tant que Bad Cops, et qui justement donne la relève à Charlie Sheen. Mais attention, il ne donne pas seulement la relève, il va transformer le personnage de Charlie Sheen en Dirty Harry. Il va le transformer en le genre de flic que Clint Eastwood aime jouer. Et pendant tout le film, on a un Charlie Sheen qui a des rétorques un peu inutiles, qui devient super fort, qui a des bonnes rétorques, qui est super action man comme Clint Eastwood dans les années fin 60, début 70. Le mec, il défonce tout avec des motos, il pète tous les murs, il a toujours une arme sur lui. À la fin, ce qui se passe, c'est que notre personnage de Clint Eastwood devient en fait le chef de la police, et le nouveau cool cop, le Dirty Harry, qui est bien sûr, qui se prend des commentaires dans le bureau comme quoi c'était pas nécessaire, ou d'autres commentaires comme quoi bien joué mec, devient en fait le nouveau bad cop. C'est Clint Eastwood, j'ai l'impression, qui aime tellement son ego, il veut pas voir son ego mourir, et pour la peine, il va utiliser Charlie Sheen pour transporter son ego à travers une nouvelle génération. Ouais, c'est pas mal cette idée, effectivement. Ouais, comme tu dis, l'espèce de passage de torche, mais en même temps, qui fait que son personnage survit quelque part. Ouais. Charlie Sheen n'a pas sa propre identité, il devient le personnage de, j'allais dire Callahan, mais il devient le personnage de Clint Eastwood, de la relève. Non, mais c'est vrai, t'as raison. En fait, c'est comme s'il avait fait tout ce chemin pour n'être qu'un clone de Clint Eastwood. C'est quand même lamentable, tu vois. C'est ce qui se passe, quoi. Le mec n'a pas grandi. En fait, il est juste devenu une copie conforme, quoi. Justement, je profite de l'occasion pour situer, en fait, ce film dans la carrière de Clint Eastwood. Et là, je parle du Clint Eastwood réalisateur. Alors, c'est très intéressant, je trouve, de se pencher sur la carrière de ce réalisateur parce que il a été perçu de façon très différente à travers le temps par la critique. Alors on le rappelle, en fait, il a commencé dans les années 70 en fait à réaliser ses films. Je pense que depuis longtemps, dès qu'il a commencé sa carrière d'acteur, il avait des velléités de réalisateur. Ce que je sais, c'est que c'est Don Siegel, le réalisateur du premier Dirty Harry, qui a beaucoup contribué en fait à lui enseigner les arcanes finalement de la réalisation. Je sais qu'il a beaucoup appris auprès de lui.
Donc il a réalisé son premier film dans les années 70 qui s'appelle Un frisson dans la nuit. Excellent film. Hein. Excellent film, tout à fait, en anglais, qui s'appelle Play Misty for Me. Exactement. Et curieusement, Clint Eastwood va continuer à réaliser pas mal de films dans les années 70 et ensuite 80, mais il a jamais vraiment été remarqué plus que ça, même s'il a fait des films assez divers, parce que alors vraiment, on fait le grand écart entre les thrillers, les films d'action, les comédies. Il y a eu vraiment beaucoup de films très très différents. Les westerns des 80s aussi, le retour des westerns. Tout à fait, retour des westerns, c'est très intéressant que tu en parles parce qu'il en a fait certains qui sont excellents. Hein. Par exemple, le Pale Rider. Et puis on a les nanars comme Firefox, quoi. Et on a aussi les nanars comme Firefox, tout à fait. Donc il a vraiment fait des films très très différents. Et c'est comme si pendant toutes ces années, à chaque fois en fait, il butait sur cette image qu'il a quand même lui aussi créée, hein, faut bien le dire, c'est-à-dire d'un côté son personnage de cow-boy, c'est les films de Sergio Leone, et de l'autre côté son personnage de flic facho de l'inspecteur Harry. Et ça a comme éclipsé, je trouve, l'objectivité de la critique pour reconnaître qu'il était un excellent réalisateur. Et puis alors, dans les années 90, il a continué à faire des films pas mal policiers, mais aussi des films beaucoup plus fins. Là, je pense tout particulièrement à Minuit dans le jardin du bien et du mal. Très, très, très réussi. Et là c'est comme si tout d'un coup, une partie de la critique avait commencé à se réveiller et puis réaliser que Clint Eastwood c'était autre chose que l'image qu'on avait de lui. D'abord il y a eu le réveil avec Mystic River, c'est comme si là les gens commençaient à tendre l'oreille et puis évidemment il y a eu la révélation de $1 Million Baby. Alors là tout le monde s'est réveillé d'un coup, c'est la critique dithyrambique unanime, on crie au génie, oh mon Dieu, en fait on n'avait pas réalisé, mais Clint Eastwood en fait c'était un type vraiment brillant. Et puis voilà, il va avoir une très très bonne réputation dans les années 2000. Après ça va un petit peu s'effriter dans les années 2010 où on a l'impression qu'il commence un peu à être en manque d'inspiration. J'ai pas envie qu'on fasse politique, mais en fait j'ai l'impression de voir un vieux papy qui utilise son point de vue politique. C'est ça. Ces derniers films commencent à prendre un côté très républicain américain, très pro-guerre, justement comme quoi il y a beaucoup de méchants qui viennent du Moyen-Orient et il faut protéger l'Amérique. Et ça te laisse un sale goût dans la bouche, quoi. Clint Eastwood ne s'en est jamais caché qu'il était très conservateur, mais dans le sens veiller sur les valeurs qui ont fait la grandeur de l'Amérique, etc., etc. Ça, on le savait, c'est pas une découverte, mais c'est vrai que dans ces... j'aime pas dire ça, mais ces dernières années de sa carrière, parce que je pense pas non plus qu'il va continuer à faire du cinéma jusqu'à 120 ans. Il prépare un nouveau film, là, Basile. Il va donc faire une version romantisée, cinématographique, de l'attentat évité par les 2 Américains et le Britannique sur le train français. C'est vrai que c'est un peu dommage, on a l'impression qu'il y a ce vieux côté assez réac et ultra conservateur qui commence un peu à prendre le dessus sur le reste. Et c'est un peu dommage parce que c'est vrai que ça produit des films qui sont pas franchement intéressants, quoi. C'est fini, hein. Je veux dire, on aura toujours les Dirty Harry, on aura toujours ces fameux films. Clint Eastwood sera toujours pour nous l'icône des films de personnages machos, quoi, d'Hollywood. Hein. C'est vrai que c'est quand même ce truc qui lui colle à la peau parce que c'est vrai qu'il le fait vraiment très très bien. Ça n'empêche pas du tout qu'il a su vraiment avec beaucoup de talent développer des films et des personnages très différents et, de manière subtile. Moi je pense par exemple à ce film du début des années 90 sur la route de Madison qui est vraiment superbe. C'est un très très beau film. Mais moi je l'avoue, quand j'étais ado notamment, ce que j'avais envie de voir, c'était évidemment le Clint Eastwood macho. C'était ça que je voulais voir. Et puis ça me fait une bonne transition justement pour dire que en revoyant The Rookie, j'avais des attentes. Ça faisait un certain temps que je l'avais pas revu et j'espérais retrouver quelque chose. Et ce quelque chose, je l'avais retrouvé
en regardant le 5e inspecteur Harry. C'est comme si c'était intact et que j'avais retrouvé à nouveau ce plaisir que j'avais quand j'étais plus jeune et quand je regardais ces films un peu bourrins mais qui étaient vraiment délicieux à regarder. Et puis La Relève, ça a été une grande déception. Voilà, donc je donne mon avis sur le film. Je me rappelle que la première fois que je l'avais vu, La Relève, je l'avais trouvé cool. Et puis je me rappelle encore la bande-annonce sur TF1 qui annonçait le film. Moi j'étais à bloc, je me suis dit ça s'annonce comme un super film où je vais passer un bon moment. Ils avaient pris justement l'extrait où on les voit tous les deux à la fin du film avec le cigare qui ils sont en train de prendre leur pause parce qu'ils viennent juste de scoltiner une course-poursuite complètement effrénée. Ils sont en sang tous les deux et ils vont s'évanouir dans le plan d'après. J'étais à bloc et puis là je viens de le revoir et puis je me dis ça marche plus quoi. Voilà, moi c'est ça que je me suis dit. Pour moi, la fin en fait de Deadpool, c'était parfait comme Bad Cop et je trouve que celui-ci, ça abîme en fait. En fait, c'est un petit peu, tu sais, comme un gars que tu connaissais au collège et puis qui te faisait marrer, qui avait des côtés un peu excessifs, mais tu vois, t'aimais bien être avec ce gars, puis en fait, tu le vois plus pendant un certain temps, puis quand tu le revois, en fait, t'es un peu déçu parce que tu te dis, ah merde, en fait, c'est pas super cool de se revoir, on avait peut-être pas grand-chose à se dire, et puis je le trouve un peu con, quoi, en fait, tu vois. C'est le mec, peut-être, à l'époque, en fait, il faisait des grosses blagues macho qui te faisaient rire, et puis maintenant, tu les écoutes, ces blagues, et tu te dis, mais en fait, c'est juste pas drôle, quoi. À noter le film, écoute, tu sais quoi, je lui mets une voiture mal colorée, quoi. Allez, hop. Ouais, du coup, moi, l'adjectif qui me vient vraiment à l'esprit pour qualifier ce film, c'est poussif. Moi, je lui mets, une valise de l'aéroport qui est tombée de la rampe sur 6, quoi. Et puis d'ailleurs, il y a l'excellent figurant, il y a un moment où il y a une grosse fusillade dans les couloirs, il y a un mec derrière qui va juste à son terminal, qui marche tranquillement. Il y a un figurant qui avait pas compris ce qu'il devait faire. Il marche tout doucement, tout le monde court, s'enfuit, tombe par terre. Lui, il marche, quoi. C'est pas un film que j'aurais envie de revoir dans les 10 prochaines années. Non, c'est la même pour moi. Du coup, alors je sais pas très bien si on va terminer notre émission avec la bande originale de La Relève. C'est pas sûr. Peut-être qu'on va choisir autre chose. Tu plaisantes, j'espère. Moi, je te propose justement de finir sur... j'ai une excellente séquence des aigles, les aigles attaquent, où c'est un petit dialogue de Clint Eastwood, bien sûr en anglais, qui se présente à l'équipe d'espions et britanniques. Ça te dit ? Avec grand plaisir. Sur ce, voilà, c'est la fin du podcast. Je te dis à très bientôt. Oui, à très vite pour de nouveaux projets. Ça laisse toujours quelque chose de voir un pas très bon film dans notre podcast, parce qu'on se régale quand même pas mal, mais des fois, voilà, de temps en temps, il faut s'en mater les mauvais. Moi, je te propose de éjecter cette cassette, et puis je vais l'acheter contre le mur. Avec pertes et fracas, comme on dit. Voilà, donc je te laisse écouter ce doux bruit de VHS pété. Ça marche. Et je te dis à la prochaine, alors. Allez, salut. Take a look down there at the foot of the castle. Dobermans. Yeah? Dobermans, a guard tower, and a wire fence. Fences can be cut or climbed, Lieutenant. I doubt if that one can be climbed. It's probably got around 3,000 volts running through it. If I'm not mistaken, Major, that's an army barracks over there. No mistake, Lieutenant. This is the headquarters of the Wehrmacht Alpine Corps. Oh, swell. If you got any other surprises, I think I ought to know about them. I thought you knew, Lieutenant. Why do you think we're not dressed as German sailors? Training troops come and go all the time. What are 6 new faces among 600 new faces? Look, Major, this is primarily a British operation. I'm an American. I don't even know why the hell I'm here. Lieutenant, you're here because you're an American.